Pendant 1 heure, nous discuterons de long en large les défis et les opportunités du retrait du Mali de la CEDEAO. Est-ce que ce retrait est opportun? Déjà, certains se sont positionnés et ont annoncé des conséquences graves, aussi bien pour ces 3 pays que pour la CEDEAO. Déjà, pour parler des motifs, mais c'est ça, nous avons vu beaucoup de motifs énumérés dans les communiqués conjointement rendus publics par les 3 pays. Mais selon vous, quel a été l'élément déterminant dans la décision de ces 3 pays à quitter la communauté ouest-africaine? Merci pour cette question. Vous parlez de défis, d'opportunités. Il est important d'expliquer à nos téléspectateurs, au peuple malien dans son ensemble, ce qui s'est passé. C'est quoi la CEDEAO? Comment elle est venue? Quelles étaient nos attentes? Quelles sont les attentes des peuples de la CEDEAO? Il faut rappeler que la CEDEAO a été créée il y a 49 ans. Le rôle prépondérant de notre État, de notre nation, dans l'avènement de cette organisation sous-régionale, dont le but est de promouvoir l'intégration économique et politique, l'unité des peuples de la sous-région. Il faut rappeler au passage que le Mali est un pays à vocation panafricaniste. Il est écrit dans notre constitution que le Mali est prêt à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté au profit de l'unité africaine, donc de l'unité des peuples. Donc, par principe, le Mali n'est pas contre les regroupements de nature CEDEAO. Il faut rappeler également que le protocole additionnel a été fortement inspiré par le Mali sous le président Alpha Omar Konaré. Et ce protocole additionnel, le Mali l'a appliqué jusqu'à l'heure où nous émettons, jusqu'au 28 janvier passé. Les organes de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO a été brièvement présidé par le professeur Ali Diallo, qui a géré ce Parlement de façon exemplaire. Cadre malien, personnalité politique publique de haut niveau malien. La Cour de justice de la CEDEAO a vu le passage de juges maliens très compétents. Hamé Founé, qui est aujourd'hui le 4e vice-président du Conseil national de transition, d'autres magistrats, Abdoul Wahid Maïga et autres, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour servir l'intégration régionale, pour servir les peuples de la sous-région. Et il faut encore rappeler, pour ceux qui l'oublient ou qui font semblant de l'oublier, que les troupes maliennes ont été les plus déterminantes dans la guerre au Sierra Leone. Lorsque une rébellion a envahi la Sierra Leone, la bataille la plus déterminante était celle de Lungi. Et cette bataille a été conduite par le général Menkoro Kane, aujourd'hui président de la commission défense du Conseil national de transition. Donc le Mali a payé le prix du sang pour l'intégration, pour maintenir le vivre ensemble avec la CEDEAO. Notre histoire récente au cours des 10 dernières années nous révèle que le Mali a été attaqué par des groupes armés terroristes et séparatistes qui ont sémé la désolation dans l'ensemble du Sahel, qui ont détruit des vies humaines, qui ont rasé des villages, qui ont écartelé des militaires, qui ont égorgé des administrateurs civils. Je viens de Kidal il y a quelques jours. La liste est longue. La liste est longue. Je viens de Kidal. J'ai eu l'occasion de me recueillir sur la tombe de ces administrateurs civils tués. La CEDEAO, pendant 10 ans, pendant plus de 10 ans, est restée spectateur. Notre CEDEAO
La CEDEAO que nous avons construite, la CEDEAO que nous avons renforcée. Et pour vous dire, le Mali a toujours été à jour de ses cotisations au niveau de la CEDEAO. Cette CEDEAO est restée bouche bée, est restée insensible aux cris de détresse de notre peuple. En 2020, les forces politiques et sociales se sont organisées et ont demandé, après plusieurs tentatives de conciliation, plusieurs tentatives de règlement pacifique de la situation politique, de la crise politique, ces forces politiques ont exigé le départ de l'ancien régime. La CEDEAO a envoyé, si j'ai bonne mémoire, plusieurs Monsieur Sarr, pardon, nous connaissons les récits là. C'est important de rappeler ce tout ce que vous avez rappelé, la participation du Mali dans l'animation de l'intégration africaine, le Mali a été éprouvé maintes fois, bien avant la transition, et même depuis la transition, le Mali est éprouvé de différentes façons, par des attaques terroristes, par des sanctions économiques. Et 3 ans après le début de la transition, qu'est-ce qui a été l'élément déterminant? Qu'est-ce qui a été... jeune frère, si tu ne me laisses pas aller, je te tutoie parce que tu es mon jeune frère, aller au bout de ce raisonnement qui consiste à expliquer tout ce processus, ça va être difficile pour nos téléspectateurs de comprendre. Parce que les questions les plus importantes... Vous parlez d'éléments déclencheurs. J'explique. Le Mali a seul fait face au terrorisme. Il y a eu l'appui de la communauté internationale qui n'a rien changé. Le peuple décide de prendre son destin en demandant le départ d'un régime. Qu'est-ce que la CEDEAO trouve de bien à faire? C'est d'exiger le maintien de ce régime. Est arrivé ce qui est arrivé. Ce régime est parti. Le Mali, toujours, le peuple malien, attaché au principe de la CEDEAO, a cédé en choisissant un président civil. Je vous rappelle que c'est sous la pression de la CEDEAO que l'armée nationale a accepté de choisir un président civil. Le président civil a été choisi. L'orientation que ce président a voulu donner à la transition n'a pas convenu. Il y a eu une rectification. La goutte d'eau qui, de mon point de vue, a fait déborder le vase, c'est l'attaque du bateau de Tombouctou. Voici des civils qui se rendent à Tombouctou, qui sont sauvagement attaqués par des terroristes, assassinés, brûlés vifs. La CEDEAO n'a pas fait un communiqué de compassion. Mais aujourd'hui, un chef d'État a opéré un coup d'État institutionnel dans son pays. La CEDEAO a fait un communiqué pour prendre acte, à la limite, un communiqué cynique, pour prendre acte. Donc, le Mali, la patience du Mali a été éprouvée. Durant 3 ans, nous avons tendu la main à la CEDEAO. Nous leur avons expliqué que vous faites une mauvaise lecture de la crise multinationale, la crise multidimensionnelle que notre pays vit. Mais la CEDEAO, le 9 janvier, a imposé les sanctions les plus rudes, que même Staline, que même Mussolini et Hitler n'ont pas imposé à d'autres peuples. Les sanctions les plus rudes, les sanctions inhumaines, illégitimes, illégales, qui sont contraires à tous les principes de la CEDEAO. Elle a imposé à notre peuple. Et elle a démontré qu'elle n'est plus au service des peuples, qu'elle est au service de puissances extra-régionales. Donc là, on comprend. L'objectif, ce n'est pas de raconter ce qui s'est passé. L'objectif, c'est de se projeter. Après notre départ de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui. Et donc, avant d'aller à ce qu'on doit faire, comment expliquez-vous que ces 3 pays arrivent à communiquer conjointement de leur départ de la CEDEAO? Est-ce que parce qu'ils ont créé l'alliance des États du Sahel pour remplacer la CEDEAO, ou bien est-ce que parce qu'aujourd'hui, c'est les mêmes contextes qui sont là et qui obligent les États à aller avec les mêmes politiques? Les 3 pays, le Burkina, le Niger et le Mali, sont aujourd'hui liés par le destin.
ce sont des pays qui ont été dans une fraternité. Et ces pays font face à une horde terroriste. Ces pays partagent une frontière commune, la zone des 3 frontières, qui est l'épicentre du terrorisme qui sévit aujourd'hui dans l'ensemble du Sahel. Ces pays ont compris qu'il faut mettre en commun leurs ressources. Et c'est dans le but de créer, de faire renaître, de faire revivre le rêve des pères fondateurs de la CEDEAO, qui était véritablement de se mettre ensemble pour réaliser l'intégration économique et politique des peuples. C'est ce qui a donné. Mais jusque-là, l'alliance, c'est essentiellement sécuritaire pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Vous avez bien fait de dire pour le moment. Les autres questions économiques et politiques sont en étude. Il y a plusieurs commissions de travail qui sont en place. Et vous serez informés au temps opportun des décisions qui seront prises. Maintenant, ce qui est important pour notre peuple, c'est que nous entendons des faux spécialistes faire le tour des plateaux pour dire qu'il y aura des conséquences économiques, il y aura ceci. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle lorsque le peuple souverain, les autorités, avec l'appui du peuple souverain du Mali, ont décidé de demander le départ de la force Barkhane. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que c'est la Nakba, c'est la catastrophe après. Nous attendons 2 ans, plus de 2 ans après, nous attendons toujours cette catastrophe. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'après le départ de la MINUSMA, les conséquences seront incommensurables, les conséquences seront gravissimes pour notre pays. On est allé jusqu'à tenter d'instrumentaliser des Maliens qui travaillent à la MINUSMA. Des Maliens qui sont attachés à la sécurité de leur pays. La MINUSMA est aujourd'hui partie. L'essentiel des emprises, l'ensemble des emprises de la MINUSMA est contrôlé par l'armée malienne, par les forces maliennes. On attend toujours la catastrophe. C'est la même chose. Donc pour vous, vous n'envisagez aucune conséquence du départ du Mali de la CEDEAO? Je veux vous dire une chose. Notre appartenance à la CEDEAO était pour que nous soyons protégés quelque part. C'est ça. Parce que nous sommes allés libérer d'autres quand ils ont été attaqués. On attendait en retour que nous soyons libérés. Au lieu de nous soutenir et de prouver une compassion, la CEDEAO nous a sanctionnés. Donc, moi, depuis un certain temps, je dis que notre appartenance à cette organisation, qui a été dénaturée, qui a été vassalisée, ne nous apporte rien. Et c'est pourquoi je suis très heureux de cette décision. Maintenant, pour ceux qui tentent de s'aimer la panique, mais ils sont peine perdue. La question de la libre circulation des personnes. Dites-nous, quelles conséquences envisagez-vous, très honnêtement, quelles conséquences envisagez-vous du retrait du Mali de la CEDEAO? Écoutez, pour moi, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a aucune conséquence en dehors du fait que les gens étaient habitués à appartenir à la CEDEAO aujourd'hui. Mais les conséquences sont mineures. Aujourd'hui... les investissements, les gros investissements qui sont en jeu. Oui, mais les opérateurs économiques, la circulation et même s'il faut changer nos pièces d'identité. Écoutez, je vais vous expliquer. Tout récemment, on peinait à avoir des pièces d'identité. Est-ce que s'il faut changer tout... De quelles pièces vous parlez? D'abord la carte d'identité, ensuite la carte NINA et la carte biométrique. Mais la carte NINA est une carte nationale, elle n'est pas de CEDEAO, c'est la carte biométrique. Oui, justement. Il suffit juste de changer des écritures, c'est mineur ça, c'est pas important ça, c'est mineur. On parle de la souveraineté de notre pays, on parle de la respectabilité de notre pays, on parle de la sécurité de notre pays, on parle de l'option politique que notre pays a choisie, qui est d'être souverain et de pouvoir décider de son destin. Mais c'est plus important que tout. Je ne connais pas de pays au monde qui a pu connaître le progrès, goûter au progrès, sans accéder à ce que nous sommes en train de tenter de faire aujourd'hui, sans prendre le chemin que nous sommes en train de prendre. De quel investissement? Vous parlez d'investissement. De quel investissement? Dites-moi un seul projet
financés par la CEDEAO au Mali. Non, il ne s'agit pas de projets financés de la CEDEAO. Ouais. Les opérateurs économiques du Mali existent depuis toujours. Oui, mais vous savez que la balance commerciale du Mali est fortement excédentaire. Nous importons beaucoup. Il faut bien que les marchandises transitent d'un pays à l'autre. Nous dépendons beaucoup des économies des voisins. Donnez-moi un pays dans la CEDEAO qui n'importe pas. Qui n'importe pas plus qu'il n'exporte. Un seul pays, il n'y en a pas. Ouais, il ne s'agit pas de ne pas importer, mais il s'agit de la quantité que nous importons. Le prix du sucre, ça varie au Mali entre 600, 650, 700. Ça dépend du lieu où vous achetez. Mais le prix du sucre, c'est un peu plus de 1000 francs en Côte d'Ivoire. Alors qu'ils ont un port. Nous, on n'a pas de port. Nous achetons à l'extérieur et ça transite par la Côte d'Ivoire. Mais comment vous expliquer que le pays par lequel ça transite, ce soit plus cher dans ce pays que chez nous? Il faut que les gens arrêtent. Mais de 2021 à maintenant, la Côte d'Ivoire n'a pas, l'importation de la Côte d'Ivoire n'a pas augmenté de 21% de 20% comme les Mali. L'importation de quoi? L'importation des denrées alimentaires a augmenté de 20% depuis 2021. Mais bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on consomme plus, il y a plus de demandes. Ça veut dire surtout que nos producteurs ne sont pas les paysans, les cultivateurs, les éleveurs ne sont pas sécurisés pour aller dans leurs champs. C'est surtout aussi ça. Écoutez, ça s'explique aussi comme ça. Ça s'explique. Donc vous ne pouvez pas dire... La pluviométrie l'année dernière... Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Non, mais quand vous parlez de conséquences, vous expliquez un mécanisme économique qui est clair. La pluviométrie l'année dernière n'a pas été bonne au Mali. Elle n'a pas été bonne et les gens sont là. La question des engrais a été une question difficile pour nos paysans. Et ça a un impact sur la productivité agricole. C'est l'une des explications. C'est l'une des explications. Mais l'autre explication aussi, c'est l'insécurité dans la brousse. Écoutez, l'insécurité dans les pays Dogon. La lutte pour ramener la sécurité. Les Dogons qui sont des grands cultivateurs de mil. Mais ça fait longtemps que vous n'entendez pas parler de villages rasés. Honnêtement, vous et moi. Oui, très honnêtement. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'entend pas de camps détruits où des militaires sont écartelés, égorgés. Ça fait très longtemps. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a un travail de fond qui se fait. Ça fait longtemps que vous espériez, vous et moi, partir un jour à Kidal, fouler la terre malienne de Kidal. Aujourd'hui, c'est chose faite. Non, c'est vrai, ce sont des acquis très importants. Mais la question, c'est les conséquences. Les conséquences de notre départ de la CEDEAO. Je minimise les conséquences. Parce que la CEDEAO, l'avantage de la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes et des biens. En ce qui concerne la libre circulation des personnes, le Mali, dans les années 60, parce que la CEDEAO existe il y a 49 ans seulement, le Mali a signé, sous Modibo Keïta, a signé des accords avec pratiquement tous les États francophones. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de visa pour aller en Mauritanie. La Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO. Vous n'avez pas besoin de visa pour aller en Tunisie. La Tunisie n'est pas membre de la CEDEAO. Vous n'aurez pas besoin de visa pour aller en Côte d'Ivoire. Vous n'aurez pas besoin de visa pour aller au Bénin, à moins que la Côte d'Ivoire décide d'instaurer le visa et nous allons appliquer la réciprocité. Ce n'est pas possible. Ne nous faisons pas peur. Il n'y aura pas de visa pour aller en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de visa pour aller au Bénin. Ce n'est pas possible. Parce que les économies de ces pays et nos économies sont tellement imbriquées, les peuples sont tellement imbriqués que les liens séculaires entre les peuples transcendent ces questions de CEDEAO. Donc vous êtes en train d'expliquer aussi que la coopération bilatérale va se poursuivre, peut se suffire, peut se substituer à la coopération multilatérale. Je vous dis, avant la CEDEAO, mais il y avait la coopération bilatérale. Avant la CEDEAO. Je dis, la CEDEAO est née il y a 49 ans. Le Mali existe il y a plus de 60 ans. Donc le Mali n'existait pas. C'est pas vrai. Ne vous faisiez pas peur. Nous sommes de la jeune génération. Nous sommes de la génération qui est en train de révolutionner notre pays. Nous sommes de cette génération décomplexée. Nous avons fait les meilleures études. Moi, je suis fier d'être un produit de l'école malienne. Pur produit de l'école malienne. Je n'ai jamais été à l'étranger pour des études supérieures. Pur produit de l'école malienne. Et nous sommes en train de révolutionner notre pays. C'est notre fierté.
Ce qui est en jeu, c'est votre dignité. C'est la dignité de nos enfants. Ce qui est en jeu, c'est l'honneur de notre peuple. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité de notre nation. Et des gens qui se foutent pas mal de notre sécurité, qui sont dans des postures où ils sont pistonnés de l'extérieur, notre grand peuple ne peut pas continuer à appartenir à ces gens-là. Nous sommes les descendants des grands empires. Nous avons donné naissance à l'empire Songhai, un des empires les plus modernes, un des empires les plus importants de l'époque médiévale. Donc nous ne pouvons pas céder. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes ouverts au dialogue avec l'ensemble de la communauté internationale. D'ailleurs, dont certains nous comprennent. Aujourd'hui, il est clair lorsque vous analysez, ce que les analystes, là, les faux analystes qui se promènent de plateau en plateau, là, refusent de vous dire, le Nigeria est dans la CEDEAO par la forme, pour la forme. Le Nigeria pèse 80% de la CEDEAO. Les ressources de la CEDEAO sont payées à 80% par le Nigeria. Et pourtant, le Nigeria, sous Buhari, a fermé ses frontières avec le Bénin pendant 2 ans, pendant plus de 2 ans, contre toutes les règles de la CEDEAO, contre tous les principes de la CEDEAO. Donc le Nigeria, sous Buhari, et aujourd'hui sous Tinubu, n'est pas panafricaniste. C'est bien compris. Et je vous dis, le Nigeria est dans la CEDEAO, continue à être membre de la CEDEAO pour la forme. Pour la forme. Et donc, ne nous demandez pas de continuer à rester, à subir le poids d'une organisation qui a trahi notre peuple, qui a violé notre peuple et qui n'a pas été là pour notre peuple. Moi, mes convictions politiques me l'interdisent. Je suis le président du FAD, le Parti Front Africain pour le Développement. Ce n'est pas Front Malien pour le Développement, mais Front Africain. C'est un parti à vocation panafricaniste qui s'inscrit dans la droite ligne de notre Constitution. Et notre Constitution indique clairement que le Mali est prêt à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté au profit de l'unité africaine. Donc, ma vocation panafricaniste m'oblige à faire en sorte que mon pays sorte des organisations anti-panafricanistes. La CEDEAO est une organisation, elle l'a prouvé au cours de la dernière décennie, qu'elle est une organisation anti-panafricaniste. L'avenir n'est pas dans la CEDEAO. Elle a perdu son âme et permettre à notre peuple de s'organiser avec d'autres pour faire renaître l'âme de la CEDEAO dans une autre organisation. Même comme l'a dit un homme politique récemment, en sortant de la CEDEAO, ce n'est pas la marche de l'unité africaine que nous empruntons. Bon, je crois qu'il sait pas, cet homme politique ne sait pas c'est quoi une unité africaine. Il ne l'a jamais su, il ne sait pas c'est quoi l'unité africaine. Donc, cet homme politique-là et beaucoup de ses semblables sont ceux qui ont été à la tête de l'État au cours de la dernière décennie, au cours des 20 dernières années. Là où ils ont connu notre pays, vous l'avez vu. Là où ils ont livré notre peuple, vous l'avez vu. Ce qu'ils ont imposé à notre nation, vous l'avez vu. Ouais, dites-le-nous, qu'est-ce qu'ils ont... Ils ne sont pas des modèles. La marche de l'unité africaine consiste d'abord à reconnaître que l'unité africaine, ce sont des valeurs, ce ne sont pas des verbes. Il ne s'agit pas de porter son petit boubou et s'asseoir dans son bureau pour dire que sortir de la CEDEAO, c'est contre la marche de l'unité africaine. C'est plus important que ça. Nous voulons la marche de l'unité africaine dans la dignité de nos peuples, dans la respectabilité de nos peuples, et non dans la soumission à une hégémonie qui trahit l'humanité. Nous l'acceptons. C'est votre opinion. Moi, je suis juste là pour vous indiquer des différents angles et voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, naturellement, avec ça. Prendre votre opinion là-dessus. Et quels sont les défis qui se posent maintenant? Les défis, ce sont les défis de l'unité nationale. Plus de concertation. Je pense qu'il faut plus de concertation. Je pense qu'il faut travailler l'inclusivité. L'inclusivité ne veut pas dire l'unanimité. Je pense que les défis, il faut travailler à relancer notre économie, à restructurer notre modèle économique. Les défis, c'est arriver à expliquer à notre peuple, à lui expliquer les tenants et les aboutissants, à mettre l'accent sur les avantages de notre sortie de la CEDEAO.
à lui dire que nous sommes soutenus par les peuples de la CEDEAO. Souvenez-vous, lorsque le Mali a été sanctionné illégalement, ce sont les peuples de la CEDEAO qui ont donné les plus belles réponses aux chefs d'État de la CEDEAO. Il s'agit du peuple sénégalais, du peuple béninois, du peuple nigérien, alors, qui était un peuple dirigé par un homme qui était voilà, un des acteurs de la CEDEAO, un des acteurs des sanctions illégales contre le Mali. Aujourd'hui, son peuple a suivi le Mali. Son peuple l'a déposé. Son armée... Non, ce n'est pas les peuples. Non, son armée... Écoutez, moi je vous dis que c'est son peuple. Moi j'ai vu au Niger. Moi je connais le Niger, j'ai fait plusieurs tours à Niamey. J'ai vu les mobilisations populaires sans un franc. Les mobilisations populaires qu'il y a eu au Niger pour soutenir l'initiative de l'armée nationale, c'était du jamais vu. Mais ça, ce n'est pas comme au Mali. Donc, les mobilisations ont commencé après la chute de Bazoum. Non, moi je vous explique. Je vous dis, si les Nigériens n'étaient pas d'accord avec la chute de Bazoum, mais ils seraient sortis en masse pour le remettre en scène. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont sortis pour accompagner l'armée nationale nigérienne qui a pris le pouvoir. Voici un pays dont le chef de l'État était à la tête de ces chefs d'État qui ont essayé d'étouffer le Mali. Son peuple a donné la plus bonne réponse pour le dire. C'est le chemin que le Mali a pris que nous souhaitons pour le Niger. Et aujourd'hui, les résultats sécuritaires au Niger sont probants, sont plus qu'élogieux. Le Burkina Faso, à un moment donné, était considéré comme la base arrière du terrorisme. Mais aujourd'hui, le peuple du Burkina Faso est dans la marche des peuples africains vers l'unité africaine. Vous parlez trop de l'Afrique, mais l'Afrique ne se limite pas à nous. Écoutez, c'est ça. Écoutez, nous sommes que 3 pays là. Non, nous sommes 3 pays au milieu de 15 ou 16 membres de la CEDEAO. Voilà, les changements, moi j'ai appris en politique que les changements les plus importants de l'histoire ont été opérés par les minorités. Il ne faut jamais oublier ça. Les changements les plus importants de l'histoire ont été opérés par les minorités. Nous étions le Mali seul. Aujourd'hui, c'est le Niger, le Burkina Faso. Peut-être demain, ce sera le Sénégal. Peut-être après, ce sera la Côte d'Ivoire. Ce sera d'autres pays. Je suis très heureux d'apprendre que le gouvernement nigérien, du Nigeria, bien sûr, est prêt à continuer à travailler avec le Mali dans le cadre de coopération bilatérale. C'est une excellente chose. Le Nigeria, c'est près de 200 millions d'habitants. C'est un excellent marché potentiel. Et le départ des 3 États du Sahel, de la CEDEAO, de ces 3 États-là, mais c'est plus de 2 700 000 km². C'est un peu plus de la moitié, c'est près de la moitié ou plus de la moitié de la CEDEAO. C'est près de la moitié de la CEDEAO. C'est plus de 70 millions d'habitants. C'est extrêmement important. Donc, ne pensez pas que nous perdons quelque chose. Pensez surtout que nous gagnons quelque chose. Nous gagnons plus de confiance et de respectabilité. Et vous avez vu que la CEDEAO a indiqué qu'elle souhaitait une sortie négociée ou une négociation. Parce qu'ils savent, ils connaissent la vérité. Et nous expliquerons la vérité au peuple malien, au peuple burkinabé et au peuple nigérien. Et quelle est la vérité sur l'IEMOA, qui est la CEDEAO en miniature? Et nous parlons beaucoup de la monnaie. Qu'est-ce qui est prévu pour l'IEMOA? Bon, écoutez, vous savez, encore ces faux spécialistes, ils vous disent que l'UEMOA est la CEDEAO en miniature. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'UEMOA a ses organes, l'UEMOA a ses institutions, a sa cour de justice, a son parlement, qui diffère totalement de la CEDEAO. Le Nigeria ne fait pas partie de C'est pas tout à fait différent, parce que lorsque le Mali a été sanctionné par la CEDEAO, l'UEMOA a emboîté les pas. L'UEMOA, comme l'Union africaine,
L'Union africaine, ce n'est pas la CEDEAO. Ce n'est pas comme la CEDEAO. Donc, l'UEMOA, c'est économique, exclusivement économique. C'est une union monétaire et économique. Il n'y a que 8 pays de la CEDEAO. C'est à peu près la moitié de la CEDEAO. Le Ghana ne fait pas partie de l'UEMOA. Le Nigeria, non. Le Cap-Vert, non. Et d'autres pays, le Libéria, la Sierra Leone, et tout ça, ne font pas partie de l'UEMOA. Donc c'est plus monétaire. Donc c'est plus monétaire et économique. Et il ne faut pas oublier que l'UEMOA, la Cour de justice de l'UEMOA, a invalidé les sanctions contre le Mali. Ça veut dire que cette organisation a encore, il lui reste encore une partie de son âme. Il lui reste une partie de son âme. Nous continuons à rester parce qu'il lui reste une partie de son âme. Lorsque nous avons été illégalement sanctionnés par l'UEMOA, les juges qui sont payés par les fonds de l'UEMOA, ces juges ont estimé que ces sanctions n'étaient pas légales. Et par conséquent, ces juges ont condamné l'UEMOA. C'est ça, le devoir d'ingratitude. Et la monnaie alors? Et la monnaie, les francs CFA? Les questions monétaires ne sont pas des questions de brutalité, ce ne sont pas des questions qu'on règle comme ça. Les questions monétaires sont très liées à l'économie et ce n'est pas de la précipitation. Je crois que toutes les options sont sur la table au Mali. Je l'ai dit dans mon livre, Le Carnet de l'espoir, le franc CFA n'a pas d'avenir. Tel que le franc CFA, tel qu'il est aujourd'hui, n'a pas d'avenir. Elle n'aura pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir. Elle va cesser un jour. Ce n'est qu'une question de temps. C'est une monnaie de servitude. C'est une monnaie de vassalisation. Quand vous avez votre billet de 5 000 francs, vous ne pouvez pas l'échanger dans une banque en Allemagne, en France. Vous ne pouvez pas l'échanger dans une banque en Europe. Ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une monnaie. C'est ça la vérité. C'est le combat de notre génération. Et nous allons mener ce combat avec détermination, avec courage, avec brio. Et nous sommes convaincus que la victoire est au bout du tunnel. Je vous donne l'exemple du peuple vietnamien qui a subi les sanctions les plus rudes de l'histoire, qui a connu une guerre totalement affreuse, qui s'est battu contre la première puissance du monde. Aujourd'hui, le Vietnam fait partie des grands pays qui fixent le prix du riz sur le marché mondial. Voici ce que nous voulons être. Je vous donne l'exemple du Japon, cité aujourd'hui en modèle par tout le monde. Hiroshima et Nagasaki, c'est la bombe atomique, l'expérimentation de la bombe atomique. Ils ont été complètement rasés. Aujourd'hui, Toyota est le véhicule le plus vendu au monde. La Chine de Mao Tse-tung, fermée sur elle-même, combattue, vilipendée, sanctionnée par rapport aux manifestations de Tiananmen. Et la Chine, aujourd'hui, est la deuxième puissance économique du monde, sinon la première. Voici ce que nous voulons être. Mais pour l'être, il faut de la ténacité. Et c'est pourquoi notre engagement politique, nous la dédions à notre peuple, exclusivement à notre peuple. Parce que le peuple malien, là... Justement, le peuple malien, vous semblez être sur un nuage, vous rêvez depuis 60 ans qu'on rêve. Modibo Traoré avait à peu près... Modibo Keïta, pardon, avait le même discours.
est-ce que, en parlant du peuple, en parlant de ténacité, est-ce que vous êtes au CNT, vous avez un salaire confortable, etc., et beaucoup d'autres avantages. Est-ce que vous pensez au peuple là qui n'a même pas l'électricité pour travailler, pour le soudeur qui sort le matin pour aller chercher le prix du condiment, ne trouve pas de l'électricité à son atelier et ne travaille pas. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce qu'ils peuvent tenir là? Est-ce qu'ils peuvent tenir toujours, vous pensez? Mais écoutez, vous savez... Parce que pour arriver à... Moi, j'entends cette rhétorique-là qui est complètement... qui ne tient pas de la réalité, qui est complètement à gauche. Hein. C'est une rhétorique qui ne tient pas. La question de l'électricité, nous allons l'aborder. Mais il faut d'abord... vous avez parlé du CNT, c'est une institution comme tant d'autres, où il y a certains avantages, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Parce que le plus important pour beaucoup de Maliens, c'est avoir le prix de condiment. Alors que ce que vous touchez au CNT est largement au-dessus du prix de condiment. Bon, écoutez, on aurait peut-être dit au début de CNT par volontariat, bénévolat, j'aurais accepté. Hein. Vous êtes chez moi. Vous savez, si j'aurais accepté. Vous pouviez renoncer voilà. si ça ne vous intéresse pas. C'est un choix personnel. Je ne veux pas faire. Je ne suis pas un populiste, moi. Je ne suis pas un populiste. Je ne veux pas faire. Donc, ne ramenez pas tout sur des questions pécuniaires. Ce n'est pas important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que du début de la transition à aujourd'hui, où nous étions, où nous sommes, sur le plan de la sécurité, notre armée opère en toute autonomie. Ce ne sont pas les avions de la MINUSMA qui transportent nos hommes. Sur le plan de la sécurité, nous ne pleurnichons pas pour avoir des radars. Pour avoir une couverture de radars, nous avons nos propres radars. Sur le plan de la sécurité, nous ne prenons pas l'avion pour aller négocier notre entrée à Kidal. On ne paie plus d'argent pour aller à Kidal. Moi, je suis un homme politique. J'ai participé à plusieurs campagnes électorales. Les candidats payaient de l'argent pour aller à Kidal. Aujourd'hui, c'est derrière nous. C'est un mauvais souvenir. La question de l'électricité, il faut le reconnaître, est une question difficile. Si des choix avaient été faits il y a 20 ans pour opérer une transition énergétique, comme je l'indique dans mon livre, peut-être qu'on ne serait pas là. Mais ils ne l'ont pas fait, nous allons le faire. Ça demande du temps. Et nous prendrons le temps qu'il faut pour le faire. Par rapport aux Maliens, la préoccupation, c'est être préoccupé des conditions des Maliens. Je vous ai donné un exemple. Le sucre, c'est 1000 et quelques en Côte d'Ivoire. C'est 600 et quelques, 700 francs au Mali. Le Mali, non. Oui, mais les salaires des Ivoiriens sont plus élevés que les salaires des Maliens. Le niveau de vie est plus élevé. Écoutez, ne soyons pas... Ne descendons pas à ce niveau. Et donc, la vraie réalité, c'est ça. Quoi, parce que quand vous dites qu'on a repris Kidal, on est très équipé pour des opérations militaires, quand vous le dites à un citoyen, ça lui fait plaisir 1 minute, 2 minutes, mais après tout de suite, la réalité le rattrape, il a faim. Écoutez, c'est pas aujourd'hui. Il peine à travailler. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. C'est pas juste cette façon de voir les choses. C'est pas honnête. Du début de la transition, personne n'a cessé de recevoir son salaire. Personne. Du début de la transition aujourd'hui, il y a plus de recrutement. 2 promotions de magistrats en 2 ans. Le Mali ne l'avait pas connu. Il y a 10, 15 ans. Le Mali ne l'avait pas connu. 2 promotions de magistrats en 2 ans. C'est du recrutement. Pendant qu'on continue à payer les salaires, Et tout le monde reçoit son salaire et attend. Pas de retard. Il y a un concours de la fonction publique qui a été lancé, donc on va recruter plus. Mais quand les gens ont du boulot, c'est qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins avec leur salaire. Tout à fait. Et c'est pendant la transition qu'on est en train de le faire. On libère le territoire, on recrute en même temps des gens, on recrute des militaires. Il y a eu plus de 40 000 militaires recrutés. Notre armée, en 2020, c'était 22 000 hommes. Aujourd'hui, c'est plus de 67 000 hommes. Allez-y dire à ces militaires au front qu'ils ont faim.
je ne sais pas si vous sortirez indemne de ça. Parce je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je vous dis... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vos arguments sont essentiellement sécuritaires. Non, pas essentiellement sécuritaires. Essentiellement. Mais économique. Les recrutements, c'est pas économique ça? Les recrutements, c'est pas économique? Recruter des fonctionnaires, c'est pas économique? Recruter des fonctionnaires qui vont avoir un salaire, c'est pas économique? C'est pas sortir des gens, certains de la pauvreté? Certains étaient assis à la maison, mais on les recrute aujourd'hui, ils sont dans la fonction publique. Certains avaient perdu leur boulot ou n'avaient jamais eu de boulot. Aujourd'hui, ils sont devenus magistrats. Vous dites que ce n'est pas économique, ça? Mais ceux qui chôment, vous oubliez de citer oui. Ceux qui sont réduits au chômage lorsque la MINUSMA a quitté, lorsque la Barkhane a quitté. Ce n'est pas pour soutenir leur présence ici, oui, mais, écoutez, mais ce sont des conséquences aussi qui auraient pu être anticipées. Encore là. Et ceux qui sont mis au chômage aussi par l'absence de l'électricité ou même par la rareté de l'électricité sont encore plus nombreux. Encore là. Et ça, c'est la réalité, quoi. C'est le quotidien, ce n'est pas superficiel. Encore là, c'est pas factuel. Les travailleurs de la MINUSMA, il y a eu un concours de la fonction publique qui a été ouvert et les gens ont la chance d'aller chercher du boulot. Vous parlez de travailleurs de la MINUSMA. Moi, je connais beaucoup de fonctionnaires qui étaient en disponibilité à la MINUSMA. Je connais des juges qui étaient en disponibilité. Je connais des administrateurs civils qui étaient Je connais des policiers qui étaient en disponibilité. Et quand la MINUSMA est partie, ils ont regagné leur poste. Beaucoup de cadres de la MINUSMA étaient des fonctionnaires de l'État malien. Il ne faut pas l'oublier. Donc ceux qui ont dramatisé, ils s'attendaient de voir, on parlait de 6 000 personnes dans la MINUSMA, ils attendaient de voir 6 000 personnes dans les rues de Bamako pour dire nous ne sommes pas d'accord. Mais il n'y a rien eu. Parce que ce n'est pas du factuel, c'est factice. Ok, mais quand vous parlez de l'économie, moi je vous dis, je l'ai évoqué, il faut une relance économique, mais tout ne peut pas se faire en même temps. Pour dire, vous savez, notre peuple n'est pas dupe. Moi je suis malien, je connais le malien. Vous savez, si les Maliens n'étaient pas d'accord avec la transition, ils seraient sortis manifester. Moi je te dis, moi j'ai été au devant des manifestations. J'ai vu ce peuple, je connais ce peuple. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Le colonel Assimi Goïta. Moi avec la caméra, vous avec les pancartes. Les pancartes. Oui, le colonel Assimi Goïta, vous faisiez votre travail de journaliste. C'est votre job. Moi, ce n'est pas mon job de prendre les pancartes. Ce n'est pas mon job. Le colonel Assimi Goïta, il ne voyage pas à l'étranger. L'avion présidentiel est garé. Mais il aurait pu faire comme d'autres. Prendre son avion, aller vendre son peuple, aller faire allégeance à qui vous savez, et vendre son peuple, il serait resté le temps qu'il veut. Et il aurait eu tous les éloges du monde. Vous, les journalistes, les quelques journalistes auxquels on donne des contrats, envoyez-nous des images, faites ça, vous serez en train de faire son éloge partout. Oh, mais c'est ça. Pas vous spécifiquement. Non, moi je ne vais pas, je vais pas répondre à ça. C'est juste pour dire que... Non, vous ne répondez pas aux questions ici, vous posez des questions. Tout à fait, tout à fait. Non, je voulais juste qu'on avance un peu et vous dire que cette façon de voir, ce n'est pas forcément la mienne, mais c'est une opinion largement répandue au Mali que je voulais vous soumettre. Vous voyez. Tout à fait, et donc, revenons, on a parlé des défis, on a parlé de conséquences, on a parlé du cas IEMOA, où on retrouve les mêmes acteurs que la CEDEAO. Pas les mêmes acteurs, en partie. En partie, donc. Et pour avancer, quelles mesures maintenant? Quelles mesures pouvant limiter les impacts qui s'annoncent graves, aussi bien pour ces 3 pays que pour la CEDEAO? Bon, je vous dis clairement que les impacts ne seront pas graves. Mais je vous le dis, je vous ai donné l'exemple du départ de la MINUSMA. C'est là que je ne vous comprends pas, M. Sarr. À chaque fois que vous parlez d'une situation qui ne vous concerne pas directement... Oui, mais ça concerne qui directement? Les opérateurs économiques. Il ne faut pas... Mais les opérateurs économiques ont pris acte. Et moi, j'étais dans la salle. Oui, qui sont restés sur leur faim. Les opérateurs économiques ont applaudi lorsque le ministre du Commerce a pris la parole. Moi, j'étais dans la salle. Oui, mais ils ont aussi dit qu'ils n'approuvent pas tout de suite ce qui leur a été dit, qu'ils reviendront avec une réponse. Non, écoutez, les opérateurs économiques maliens, il faut leur rendre hommage. Voilà. Mais c'est ça. Moi, je leur rends hommage. Je suis un libéral.
Et vous savez, le libéral, c'est celui qui est avec le secteur privé. C'est ma conviction. Le libéralisme économique est ma conviction. Les opérateurs économiques maliens, vous savez pourquoi les Libanais n'ont pas trop prospéré ici comme dans les pays côtiers? C'est parce que nous avons des opérateurs maliens, des hommes d'affaires maliens très dynamiques, qui ont une capacité d'adaptabilité incroyable et qui étaient à l'avant-garde de l'approvisionnement du pays lorsque la CEDEAO a illégitimement, illégalement sanctionné notre pays. Pensez-vous honnêtement que nous allons prendre des décisions pour mettre nos opérateurs économiques en danger? Non. Non et non. Nos opérateurs économiques existaient avant la CEDEAO avec des capacités importantes. Nos opérateurs économiques vont continuer à exister après notre départ de la CEDEAO avec des capacités encore plus importantes. Parce que nous serons là pour eux. Certains d'entre eux ont des difficultés aujourd'hui. C'est inhérent au fonctionnement des affaires. Mais nous ferons tout pour que nos opérateurs économiques... Ouais, le tout, c'est quoi? C'est aussi ça qui est reproché au discours du gouvernement. C'est le premier. Au Burkina Faso, c'est le Burkina et le Niger, le Mali qui sont sortis. Mais le Mali a tout de suite rencontré le monde économique. Le Burkina ne l'a pas encore fait, peut-être qu'ils vont le faire. Le Niger ne l'a pas encore fait, je pense qu'ils vont le faire. Le Mali a porté un message d'assurance. Leur a dit, ce n'est pas la fin du monde. Nous voulons désormais des capitaines d'industrie. Nous voulons que nos hommes d'affaires soient encore plus respectés. Regardez, Monsieur Sarr, vous m'excuserez, mais c'est encore la politique fiction. Non, mais quelle politique fiction? C'est des rêves que vous vendez aux gens. Mais qu'est-ce que vous Moi, je vous demande... Donc, c'était des rêves quand on a demandé le départ à la France? Non, mais je parle des mesures. Quelles mesures ont été prises très concrètement pour accompagner les opérateurs économiques? Pour l'approvisionnement du pays, des mesures douanières sont en étude. Pour l'approvisionnement du pays, pour faire en sorte que les taxes et tout ça là, si l'État doit renoncer à certaines taxes et tout, faire en sorte que les discussions sont en cours et ces mesures seront prises. En tout cas, le pays sera correctement approvisionné parce que l'État est prêt à tous les sacrifices pour que le pays continue à être approvisionné. Mais pour le moment, ce n'est pas concret. Non, écoutez, pour le moment... Non, c'est une question. Si ce n'est pas encore concrétisé, dites-nous que ce n'est pas d'abord concrétisé. Pays de la CEDEAO n'a pris de mesures visant à bloquer les opérateurs économiques maliens. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Mais nous sommes préparés là. Vous pensez que... Oui, justement, c'est de cette préparation que nous voulons que vous nous parliez. Vous pensez que c'est un... Non, écoutez, on ne peut pas tout dévoiler non plus, cher ami. Nous sommes sur le terrain de la politique et de la diplomatie. Oui, mais nous sommes sur un espace public là. C'est de la transparence que nous demandons. La transparence consiste à expliquer les tenants et aboutissants. La transparence, je ne l'ai jamais vue au monde, ne consiste pas à mettre ces stratégies sur la place publique. Toutes ces stratégies sur la place publique. Je suis désolé de vous le dire. Donc, les opérateurs économiques, moi, je les rendrai hommage autant que je pourrai. Parce que ce sont eux qui ont tenu notre pays. Ce sont eux qui continuent à tenir notre pays. Et nous serons là pour eux. C'est pourquoi j'appelle l'État à continuer dans la dynamique de politique favorisant le secteur privé. À rejeter toute idée d'intrusion de l'État dans le domaine du business, quoi. C'est-à-dire ceux qui disent l'État peut commencer à être commerçant de carburant, l'État peut importer du riz, l'État peut faire ça. Ce n'est pas le rôle de l'État. Ça n'a jamais marché nulle part au monde. L'État doit être celui qui booste le secteur privé. Pour assurer l'approvisionnement, l'État ne peut pas être celui qui va approvisionner le pays. C'est contre tous les principes économiques. Vous voyez aujourd'hui la tragédie des prix. L'État s'assoit, on dit le prix est tel. Mais si le commerçant n'a pas eu un prix qui lui permet d'avoir un bénéfice, comment il va respecter les prix sur le marché? Personne n'arrivera à me convaincre qu'un État a pu fixer les prix et on peut les faire respecter. En économie, celui qui fixe les prix et qui les fait respecter, c'est le marché, c'est l'offre et la demande. D'accord. Vouloir contourner ça, c'est vraiment la sorcellerie, quoi. Okay. Et moi, je ne suis pas là-dedans. C'est pourquoi je recommande à nos autorités,
aux responsables en charge de l'économie. Ah, voilà. Qui est bien dit, parce que quand vous dites autorité, c'est... Non, aux responsables en charge de l'économie, de sortir de ces histoires-là, de laisser l'approvisionnement du marché se faire normalement, en libéralisant l'approvisionnement du pays, en sortant des taxes conjoncturelles à l'importation, tout ceci, le schéma du sucre là. Il faut sortir du jumelage, il faut acheter ceci à Soukala SA pour amener ceci. Il faut sortir de ça maintenant. Il faut permettre à tous les Maliens qui le veulent d'importer le sucre sur le marché. C'est l'abondance de sucre sur le marché qui va faire baisser le prix. Ce n'est pas le directeur du commerce et de la concurrence qui, dans son bureau, ne sachant rien qui se passe sur le terrain, ne sachant pas comment le commerçant a pu, le détaillant a pu s'en procurer, qui peut fixer les prix. Ce n'est pas normal. Donc, nous travaillons à ça et nous voulons que cela se fasse en concertation avec le milieu des affaires, avec les opérateurs économiques. Ouais. Je n'ai jamais vu un pays prospérer sans mettre au devant les opérateurs économiques, sans renforcer le secteur privé. Ça n'existe nulle part au monde. Voilà. Et ça, c'est un débat au sein de la transition. On va mener ce débat, on va le vider et l'État prendra les décisions qui seront dans l'intérêt de notre peuple. Dans l'intérêt de notre peuple. Nous discutons depuis bientôt 1 heure. Avant de vous demander votre mot de la fin, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au Sénégal? Bon, ce qui se passe au Sénégal, le Sénégal n'est ni moins ni plus qu'un coup d'État institutionnel. Et le coup d'État institutionnel est plus cynique que le coup d'État militaire. Ouais, c'est grave. C'est plus cynique, c'est plus grave que le coup d'État militaire. Le peuple sénégalais, bon, aujourd'hui, face à son destin, c'est à lui de prendre son destin, de le conduire ou de continuer à le subir. En tout cas, nous saluons la résilience du peuple sénégalais. Nous rendons hommage à ce peuple pour son soutien constant et régulier à notre pays, le Mali. Et nous sommes disposés à accompagner le peuple sénégalais dans la voie que le peuple sénégalais voudra. Parce que le Mali et le Sénégal partagent une histoire commune. Nous avons des peuples qui sont enchevêtrés, imbriqués les uns dans les autres. Nous avons des communautés qui vivent sur le même espace. Nous avons des liens séculaires. Donc pour nous, il n'est pas question d'accepter que le Sénégal sombre. Le Sénégal ne doit pas sombrer. Le président qui a pris la lourde responsabilité d'opérer un coup d'État institutionnel et qui veut se maintenir au pouvoir par effraction. Donc ce président est disqualifié désormais pour continuer à porter la voie de la démocratie. Puisque leur définition de la démocratie, je crois que eux, dans la démocratie, le coup d'État institutionnel est autorisé, mais le coup d'État militaire est prohibé. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux tout ça. Et un résumé de tout ce que vous venez de dire sur cette situation au Sénégal, au Mali, je veux dire du sujet qu'on a débattu, du retrait du Mali de la CEDEAO. Pas de panique. Oui. Tout simplement pas de panique. Je me rappelle, lorsqu'on a imposé des sanctions à notre pays, les spécialistes là, les faux spécialistes là, qui inondent les plateaux, ont tout de suite dit que les banques maliennes ne peuvent tenir que 2 semaines, qu'il y aura crise de liquidité, il y aura ceci, l'économie malienne va s'écrouler. Mais on entend toujours la manifestation de ces démonstrations politiquement fausses et intellectuellement pas honnêtes, quoi. Pas de panique. La Côte d'Ivoire ne peut pas imposer le visa aux Maliens. C'est suicidaire pour elle. Le Sénégal ne peut pas faire ça, ce serait suicidaire pour le Sénégal. Le Bénin a suivi la CEDEAO. Aujourd'hui, l'économie béninoise est à terre en raison de la quasi-fermeture de son port. Parce que 80% de l'approvisionnement du Niger passait par le Bénin. J'ai vu le président Patrice Talon, les autorités béninoises supplier le Niger d'ouvrir les frontières. Mais le Niger a refusé. Et nous soutenons ce refus du Niger. J'ai vu le président Talon demander l'ouverture des frontières du Niger. Des frontières que lui et la CEDEAO ont fermées. L'initiative de la fermeture des frontières avec le Niger vient de la CEDEAO et du président Patrice Talon. Mais aujourd'hui, il supplie pour qu'on ouvre parce que son économie est asphyxiée. C'est ça. On a besoin les uns des autres.
que les chefs d'État de la CEDEAO comprennent qu'il est temps de sortir de ces jeux et de se regarder en face. Donc notre peuple ne peut pas avoir peur. Nous ne saurons avoir peur. Nous sommes décidés à réaliser la paix et le progrès. Pour le retour de la paix, nous sommes prêts à payer tous les prix. Pour le retour de le respect de notre dignité, nous sommes prêts à payer tous les prix. Pour l'unité africaine, nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire, y compris se retirer des organisations anti-unité africaine, des organisations anti-panafricanistes comme la CEDEAO. Donc, pas de panique, vous, journalistes, sortez un peu de votre zone de confort. Soyez des éducateurs, soyez ceux qui rassurent, soyez ceux qui portent le bon message, le vrai message. Mais ne soyez pas là à jouer les partisans. Ce n'est pas ça la presse. La presse, c'est le quatrième pouvoir. La presse, c'est l'expression la plus vive de la dignité. C'est l'expression la plus vive du soutien à la vérité. La presse, c'est cette passion qui consiste à accepter de se mettre en danger quelquefois pour informer les autres. Soyez dans ça. Sortez de votre zone de confort. Je vous encourage, j'aime la presse malienne qui fait un travail formidable et qui a peu de moyens. Parce que l'aide à la presse, je crois qu'elle n'a pas été remise en selle. Nous plaiderons que l'aide à la presse soit remise en selle et que les journalistes soient dans les conditions optimales de travail pour que notre presse puisse continuer à être dans la dynamique de notre révolution. Et c'est cette révolution qui va assurer désormais l'émergence, le rayonnement et la grandeur de notre nation. Vous allez vous transformer en journaliste bientôt. Merci en tout cas pour vos éclaircissements, M. Sarr. C'est un bon métier, hein? J'aime bien. Merci pour vos éclaircissements dans lesquels vous nous dévoilez implicitement votre offre politique sur la question que nous avons traitée et défendez l'orientation de la transition, des autorités de la transition dans la direction de laquelle vous êtes. Quant à nous, Infobrut, nous continuons à nous engager, à nous acquitter de notre commun rôle de l'animation du débat public. Bien sûr. Et pour nos téléspectateurs, de même que nous nous engageons à continuer à chercher des bonnes informations, des dernières analyses pour nos téléspectateurs que nous remercions d'avoir rejoint Infobrut. Restez connectés sur Infobrut pour de nouvelles analyses. Bonsoir à tous. Merci d'être venu. Merci.